Nous allons démarrer notre nouvelle session. Nous allons aborder la question de la formation, et puisqu'on est, comme vous le savez, sur le choc des temps, depuis le début de ces 13e rencontres économiques, nous parlons de prendre le temps de former. Alors Philippe Trainard, membre du Cercle des économistes, va introduire ce débat tout de suite. Je voudrais excuser la ministre Geneviève Fioraso qui n'est pas présente avec nous, et nous avons aussi, nous le regrettons, quelques défections, notamment pour raison de santé de certains de nos invités à ce débat. Et je vous présente donc les personnes qui sont avec nous, outre Philippe Trainard et moi-même. Tout à ma droite, s'il vous plaît, merci de vous installer et de faire silence. Merci beaucoup. Parce que la salle est très en longueur, c'est pas évident, je pense, pour les derniers rangs. Chut. S'il vous plaît. À ma droite, Catherine McDowell. Catherine McDowell dirige le London Symphony Orchestra. Ceux d'entre vous qui verront Rigoletto, qui l'ont déjà vu, pourront apprécier ce magnifique orchestre, et elle nous parlera d'éducation, notamment musicale, au sein de son équipe. À côté de moi, Cédric Villani est mathématicien. Je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent. Il est professeur à l'Institut Henri Poincaré et il est le lauréat parmi d'autres médailles, de la plus célèbre, la médaille Fields, c'était en 2010. À côté, à gauche de Philippe Trainard, Neza Larichi, que je salue également, qui est présidente du Conseil national du commerce extérieur au Maroc, qui nous parlera de formation et qui ira vers les formations notamment Internet et des hautes technologies. Et enfin, Jean-Paul de Godemar, conseiller d'éducation auprès du Premier ministre, bien sûr, pour la France. Voilà pour notre sujet, prendre le temps de former, qu'introduit à présent Philippe Trainard. Philippe. Merci beaucoup, Dominique. Alors, la formation devient un enjeu croissant dans l'économie de la connaissance, qui est l'économie du XXIe siècle. En effet, avec chaque jour qui passe, la connaissance joue un rôle croissant, c'est un lieu commun. Mais attention, avec chaque jour qui passe, le mot connaissance lui-même renvoie à quelque chose qui évolue de plus en plus rapidement, s'éloignant inexorablement des 7 arts libéraux que nous avions du Moyen-Âge, n'est-ce pas, et de ce cadre qui a pu s'imposer encore dans la formation classique. Il évolue donc de plus en plus rapidement, et c'est un point fondamental quand nous parlons d'économie de la connaissance. Nous parlons non point de quelque chose de figé, mais de quelque chose de dynamique. C'est un concept mouvement, un concept dynamique, tout autant d'ailleurs critique que praxéologique, c'est-à-dire au sens de devant être mis en pratique, donnant des connaissances qui donnent accès à l'action et à la décision. Non point que la formation est perdue, notamment la formation classique est perdue de son intérêt, mais ce n'est plus qu'un des champs du savoir et un des champs particuliers de la connaissance. C'est à cette révolution à laquelle l'éducation des 25 prochaines années doit maintenant s'adapter et dont elle doit relever le défi si elle veut être efficace et permettre aux jeunes d'aujourd'hui de bien vivre demain et aux adultes d'aujourd'hui de continuer à avoir un emploi comme ils le désirent, avec une rémunération qui correspond à leurs besoins économiques et sociaux. Naturellement, un des grands défis connexes porte sur la capacité à faire évoluer les connaissances accumulées par les personnes individuelles au cours de leur cycle de vie. Ce qui suppose de la part de ces personnes une capacité à être formé. Dans la capacité à être formé, il y a aussi l'acceptation d'être formé, et une capacité à se former soi-même. Et de la part des institutions, et donc du collectif, marché, associations, pouvoir public, une capacité à offrir des méthodes adaptées à des publics très différents, à des parcours historiques extrêmement différents et à des contenus susceptibles d'évoluer très rapidement. Notez bien que cette capacité à être formé et à se former s'applique à tout le monde. On peut parler aussi bien d'un travailleur immigré qui arrive tout juste dans un pays, il se trouve confronté à cette nécessité, comme à l'artisan, à l'ouvrier ou au cadre dirigeant. Les cadres dirigeants sont aussi
formés au cours de leur vie professionnelle. Notez aussi que cela exige une très grande multiplicité de formations définies moins par des cadres a priori de la connaissance que par une adaptation aux besoins des personnes, besoins orientés vers les besoins de l'échange économique et social entre les personnes, entre les sociétés. Notez enfin que cela suppose que la formation initiale forme les personnes non seulement avec un premier capital, mais qu'elle les forme aussi à savoir se former elles-mêmes au cours du temps et à relativiser notamment les relations mandarinales qui ont pu caractériser les formations traditionnelles. Je ne dis pas à les éliminer, je dis à les relativiser. Il faut donc prendre le temps de former, le temps d'être formé, le temps de se former, et cela tout au long de la vie. La conséquence naturelle de cette situation est que la connaissance est non seulement un enjeu de croissance, je ne peux pas croître aujourd'hui économiquement si je n'accumule pas de la connaissance, mais aussi un enjeu de compétitivité. Il faut bien noter que, de ce point de vue, l'évolution de certains pays, de ce point de vue, la politique de la formation et de l'éducation a une responsabilité majeure dans l'employabilité des personnes, dans leur employabilité durable et leur capacité à générer des revenus d'activité satisfaisants. Dans l'économie de la connaissance, la compétitivité des systèmes nationaux d'éducation et de formation est essentielle aussi dans l'ascension et le déclin des nations, comme le font clairement ressortir les résultats, par exemple, des tests PISA réalisés par l'OCDE ou les comparaisons internationales. Ce que font aussi ressortir les comparaisons internationales, c'est que pour certains pays avancés, comme les nôtres, la compétitivité dans l'économie de la connaissance n'est plus du tout une question de quantité, combien d'argent je dépense dans l'éducation, combien d'enseignants je recrute, combien d'années d'études je passe à l'école, sur les bancs de l'école, mais une question de qualité de l'éducation et de la formation, c'est-à-dire qualité de l'enseignant lui-même, plus que ses diplômes, attention aux élèves, attention portée aux élèves, écoute apportée aux élèves, sécurité des écoles aussi, pourquoi pas. Il faut bien noter que de ce point de vue, l'évolution de certains pays, notamment en Europe, et on peut prendre aussi la France et la Suède, peut être préoccupant à de nombreux égards si l'on en juge par les comparaisons internationales qui montrent une certaine dégradation, voire une dégradation dramatique dans certains cas, des résultats aux tests de lecture, aux tests mathématiques et aux tests scientifiques, quand la plupart des autres pays, notamment des pays asiatiques, sont dans une phase, au contraire, de progression très rapide, voire même d'explosion de leurs résultats. Rendement aussi social de la formation qui décline, avec des taux de rendement d'une année supplémentaire d'études assez faibles, qui stagnent ou déclinent, sans parler de certains problèmes d'absentéisme, de la faible rémunération des formateurs. L'objet de cette session est bien de revenir sur ces questions, de s'interroger sur les meilleurs moyens d'adresser l'ensemble de ces défis avec, toutefois, vous le verrez, un certain focus sur la formation professionnelle. Et la toute première question reviendra à Lorena Groma, qui est présente dans notre salle, qui fait partie des 25 étudiants dont les dossiers ont été sélectionnés, vous le savez, sur Inventé 2020. Elle est ici à côté de nous et c'est elle qui interviendra la première après les différentes interventions que vous allez entendre maintenant. Et je passe donc la parole à Cédric Villani, mathématicien, sa vision, son point de vue sur ce thème que nous allons développer maintenant. Bonjour, tout le monde m'entend bien ? Je vais commencer pour lancer ce sujet par évoquer avec vous une rencontre qui a changé ma vie. C'était en 2000, j'étais jeune professeur à l'École normale supérieure de Lyon en mathématiques et parmi les cadeaux de bienvenue, il y avait la possibilité d'encadrer un thésard, un élève de thèse, il s'appelait Clément Mouot et il avait eu une formation de mathématiques, mais pas du tout sur le genre d'équation dont j'étais spécialiste. C'était le moment de commencer son éducation.
moins de 8 ans plus tard, nous nous retrouvions tous les deux embarqués dans une aventure assez considérable, une bataille avec un théorème que j'ai raconté sur un mode un peu épique, dans un ouvrage, Théorème vivant, que vous pourrez trouver en librairie pour un prix modique. Et cette... La modique somme de La modique somme de, voilà, pas beaucoup, quoi. Et cette aventure a abouti à l'obtention en 2010 de la médaille Fields, donc l'une des 55 médailles Fields attribuées à ce jour, est très clairement la récompense qui est la plus précieuse et qui a bouleversé le cours de ma vie. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette petite aventure? D'abord, je vous ai parlé d'une rencontre qui a changé ma vie. Quand on commence comme ça, on vous parle de vous avez rencontré un grand ancien ou quelqu'un qui a une grande expérience. Là, je vous dis, j'ai rencontré mon élève. Cette découverte, cette rencontre a changé ma vie au sens où véritablement, c'est grâce à lui que les choses ont pu se faire. Malgré qu'en 2008, j'étais déjà un mathématicien reconnu et assez très reconnu dans mon milieu, vu l'obstacle qui était en face de nous, seul, j'avais aucune chance. Il me fallait l'expérience acquise par ce jeune, à qui j'avais transmis des connaissances, mais qui en plus avait pu développer, progresser par-dessus. Un jeune que vous formez, l'élève, c'est quelqu'un qui va dépasser le maître au sens où il va comprendre ce que vous lui dites et il va trouver des choses nouvelles auxquelles vous n'auriez pas pensé. Et ça, c'est la chose fondamentale dans ces questions de formation. Autre chose, bien sûr, c'est qu'il s'agit du long terme. Les questions de formation, on en trouve le bénéfice au bout de 10 ans, voire 20 ans, voire plus encore. Et puis, un dernier point, il s'agissait d'une relation basée sur le contact local, basée sur beaucoup d'affectifs. Et tout notre système de formation est encore énormément basé, comme ça a été le cas depuis des millénaires, sur cet aspect local. Vous êtes un élève, un maître, vous êtes proche physiquement. Et c'est bien pour ça que dans les universités, continue à se poser de manière fondamentale, même à l'heure du courrier électronique, la notion de qui est là sur place, qui a son bureau ici, qui a son bureau à côté. À côté, ça ne veut pas dire dans le bâtiment d'à côté, ça veut dire dans ce bâtiment, et ainsi de suite. À partir de cette aventure, on va, en tout cas, les quelques points que je viens de dégager, on va les retrouver dans certains des petites questions sur lesquelles je veux insister. Il ne s'agit pas ici de faire un exposé structuré sur la formation, nous n'en avons pas le temps, mais de sensibiliser l'auditoire à quelques points qui me paraissent importants et dont on parle trop peu. Je vais retenir 5 points que je vais évoquer avec vous. Le premier point, qui a été un peu introduit dans le discours précédent, c'est que la formation, c'est un enjeu économique international. On a parlé d'économie de la connaissance, c'est plus que l'économie de la connaissance, il y a une économie de l'intelligence, et au sein de cette économie de l'intelligence, il y a une question qui est l'économie de la formation. C'est un marché qui n'est pas forcément très visible, souvent inconnu, on ne le voit pas, qui peut avoir des rendements spectaculaires, aussi bien pour des projets industriels que pour des grands projets, que pour des projets de société. Une idée qui germe dans le cerveau de quelqu'un qui a été formé et entraîné pour cela, ça peut avoir des conséquences considérables. Parfois, ce sont des individus seuls qui vont révolutionner les choses. Par exemple, on peut savoir ou ne pas savoir que le sort de la Deuxième Guerre mondiale a été en partie lié à ce qui s'est passé dans le cerveau d'une poignée d'individus. Si dans les cerveaux d'Alan Turing, de Léo Szilard et de Werner Heisenberg, les neurones n'avaient pas flashé exactement comme ils ont flashé, l'issue aurait pu être complètement différente. Ça peut être parfois, au contraire, des projets dans lesquels c'est toute une population, au niveau de l'éducation, toute une population qui se retrouve mise en jeu. Par exemple, prenez un pays comme un pays qui est en boom de nombreux points de vue, comme Singapour. Ressources naturelles à Singapour, rien du tout. Qu'est-ce qu'il y a pour Singapour? Les qualités de formation, les qualités d'éducation, également le fait qu'ils sont depuis longtemps un carrefour, un point central économique. Mais quand vous discutez avec les gens là-bas, ils considèrent leur richesse naturelle, c'est la qualité de formation des jeunes et la capacité à faire l'innovation. Et Singapour est dans les classements de tête en innovation, en éducation. Domaine économique, ça vient avec des questions de bien-être général. Ça va aussi être, bien sûr, la question que les gens puissent avoir la formation qui leur permet de trouver le travail en adéquation avec leurs aspirations. Et ça peut être la formation initiale, ça peut être la formation continue. Et puis un domaine économique, ça vient avec une évolution, une dynamique, une histoire, une géopolitique, éventuellement une action étatique. Quelques exemples parmi beaucoup qui pourraient être analysés aussi bien du point de vue historique que du point de vue économique que du point de vue géographique. Exemple, miracle économique coréen. Vous avez la Corée du Sud, en 50 ans, passe du statut d'un des pays les plus pauvres du monde à un des pays qui est dans le top 10 de nombreux points de vue, l'un des meilleurs en innovation, l'un des tout meilleurs en éducation, un pays dans lequel ils sont extrêmement fiers et considèrent que toute leur réussite dépend du haut niveau d'éducation pour lequel ils sont, sur certains indicateurs, leader mondial.
Autre exemple, politique, géopolitique, la montée en puissance d'étudiants asiatiques dans l'enseignement supérieur et la recherche américaine, considérable. Si du jour au lendemain, tous les étudiants chinois et coréens rentraient chez eux, des universités américaines s'effondreraient, des filières entières s'effondreraient, vu l'état de dépendance dans lequel c'est actuellement. Autre exemple, alors les pays asiatiques n'investissent pas seulement à l'exportation, ils investissent aussi sur place. Certainement l'endroit dans le globe où on investit le plus sur les questions de long terme et d'enseignement. Mes homologues, directeurs d'instituts de recherche en Chine, ils ont souvent des budgets en hausse de plus 10%, plus 15% par an, des chiffres hallucinants. Dernier exemple, qui vous montre une question, à mon sens, fondamentale, peut être complètement en dessous du radar, si vous me permettez, la question de la formation des cerveaux des jeunes d'Europe de l'Est. Prenez les jeunes formés en Roumanie et avec un système d'éducation qui marche encore très bien de certains points de vue, récupérer ces intelligences et ces cerveaux, c'est un enjeu européen fondamental. Il y a 20 ans, de nombreux de ces jeunes venaient ici en France faire leur formation supérieure. Maintenant, ils vont aux États-Unis. Entre-temps, il y a eu une accaparation, un détournement, et avec des méthodes qui, selon les mots employés par des échanges certains collègues diplomates, si les mêmes méthodes qui ont été employées pour détourner ces cerveaux avaient été utilisées pour détourner des matières premières, ça aurait été le conflit ouvert. Et c'est quelque chose dont on ne parle pas et qui est un enjeu fondamental sur notre avenir, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Ceci, c'était pour la première question, cet aspect économique important de l'éducation, de la formation. Deuxième question, c'est important, mais c'est subtil. C'est écosystémique au sens où ça fait intervenir de nombreux paramètres. Ce n'est pas parce que vous mettez simplement plus d'argent, ça a très bien été dit, que ça va s'améliorer. Bien sûr, ça aide, mais c'est très loin d'être suffisant. Le système de formation, c'est comme un être vivant. S'il a trop peu de sodium, il meurt. S'il n'en a pas assez, il meurt aussi. Ben, c'est pareil dans toutes les questions de formation. Des fois, on me demande dans des émissions radio, c'est quoi la chose qui manque au système français pour être performant? Je ne peux pas répondre à une question comme ça. Il n'y a pas une chose qui manque. Ce qui compte, c'est façonner un écosystème, un ensemble dans lequel les différents acteurs ont leur place, où les questions techniques et les questions théoriques sont en harmonie, où les questions de formation continue et de formation initiale sont en harmonie, où les enseignants jouent sur différents tableaux, où les questions de sens et les questions de contenu sont en harmonie, et ainsi de suite. Et c'est délicat. Ça demande beaucoup d'ingrédients. Il y a quelque temps, pour un autre sujet qui demande beaucoup d'ingrédients, pour une conférence TED, j'avais commenté une liste de 7 ingrédients principaux pour le développement des idées. Qu'est-ce qui fait qu'une idée peut se développer? J'en avais listé 7. Motivation, documentation, échange, environnement, contrainte, l'équilibre réflexion-intuition et l'équilibre ténacité-chance. Et puis mon collègue François Tadei, qui est spécialiste d'innovation en pédagogie, m'avait fait remarquer, ce sont exactement les 7 ingrédients qui sont fondamentaux aussi pour l'enseignement. En particulier, la question de la contrainte est fondamentale aussi bien pour le développement des idées que pour le développement de la formation. Donc il faut tout, avec une idée derrière, apprendre durablement. C'est pas seulement comprendre quelque chose, c'est faire germer l'idée dans votre cerveau. Vous réappropriez l'idée comme si vous la redécouvriez vous-même, et c'est comme ça qu'elle va pouvoir vous profiter. C'est subtil. Parmi tous ces ingrédients, et ce sera mon 3e point, je vais faire un petit focus sur un ingrédient, la motivation. Subtil et indispensable, l'un des plus importants, l'un des plus insaisissables. Ça ne vient pas forcément avec la prospérité, avec le développement, parfois au contraire. Dans les sociétés développées, la principale menace actuellement sur les questions d'éducation et d'enseignement supérieur, c'est la motivation. Et au contraire, vous avez des fois des situations extrêmement difficiles dans lesquelles la motivation est là. Les savants russes ont changé la face du monde avec leur originalité du point de vue de l'inventivité, du point de vue scientifique, alors qu'ils étaient pris dans un système terrifiant du point de vue économique, un système complètement absurde et illogique. Un autre exemple, cette semaine, j'étais en Palestine, je donnais des cours dans une école d'été, géométrie différentielle. Qui étaient les étudiants les plus motivés? De très loin, les filles. Les filles voilées, habillées comme corsetées de haut en bas, et elles étaient motivées, intelligentes, dynamiques. La meilleure du groupe, de très loin, c'était une fille. Vous voyez ici comment l'enseignement, la formation peut être vue comme une façon de s'approprier de la liberté. Pour prendre encore un dernier exemple qui est plus proche de moi, je suis fils de Pieds Noirs. Pieds Noirs, c'est le genre de population déracinée qui va rechercher évidemment dans l'éducation, dans la formation, les armes pour trouver une place sociale à la hauteur des aspirations. C'était mon 3e point. Un 4e point sur lequel je voudrais insister, quand on pense à l'éducation, à la formation, on pense au contenu. On pense au contenu, on pense éventuellement à la pédagogie, mais il y a plus que ça. Il y a aussi la gouvernance, la façon dont les choses sont organisées.
Système qui n'est pas efficace, c'est un système qui ne va pas être bon pour transmettre les choses. Les questions de discipline, par exemple, peuvent jouer un rôle fondamental. On n'a pas parlé ce matin dans la table ronde sur les spécificités françaises. J'étais assez étonné. Il y a une spécificité française parmi d'autres, qui est que c'est un pays ethniquement extrêmement varié, avec une grande variété sociale, actuellement extrêmement mal gérée. La France et les États-Unis sont deux des modèles mondiaux de ce côté-là. La diversité, quand vous l'exploitez bien, c'est une force considérable, spectaculaire. Quand vous la gérez mal, c'est un handicap considérable. Actuellement, dans une phase où c'est mal géré, et tout notre système d'éducation en pâtit. Il ne faut pas croire qu'on aura un système d'éducation performant si on ne résout pas les problèmes d'intégration sociale considérables qui se posent actuellement. Un autre point sur ces questions de gouvernance, c'est par exemple au niveau de l'enseignement supérieur. Ce matin, on a parlé de la façon dont on voyait traditionnellement dans l'État français avec un peu de confiance, une défiance, Augustin de Romanet a employé ce mot, défiance sur les élites intermédiaires, tout ce qui se place entre le peuple et l'État. Pareil dans l'enseignement supérieur. Il y a cette vision partagée par nombre de mes collègues, très ancrée, sur laquelle c'est l'État, le ministère, qui doit garantir l'enseignement supérieur, y compris dans des détails très fins. J'étais choqué, j'ai souffert pendant le débat récent, par exemple, pour ceux qui l'ont suivi, sur le maintien ou pas de la qualification des enseignants. Savoir si avant d'être recruté par son université, un enseignant doit d'abord être agréé par une instance nationale qui regarde tous les dossiers. Pour moi, qualification, c'est une institution d'un autre âge qui témoigne d'une défiance faite à l'université, qui est coûteuse, qui est... J'arrive à mon temps ? Oui. Non, pas longtemps. C'est fini complètement là ? Non, quand même, on va conclure quand même. Ok. Bien sûr que non, Cédric. Je vais prendre 1 minute. Non, c'est pas à ce point-là. Ah d'accord, d'accord. Je vous voyais vous agiter, je me dis, oh là là, je vais passer. Mais il faut. Alors, donc, cette question de gouvernance, elle est là partout. Il faut des choses bien organisées dans lesquelles on arrive à mettre en place la confiance au niveau des échelons intermédiaires. Ça vaut pour l'enseignement supérieur, ça vaut aussi pour les écoles, pour les collèges, pour les lycées. S'il n'y a pas un rôle social important, reconnu, un rôle de responsabilité compris par les chefs d'établissement, par exemple, avec une responsabilité sur leurs enseignants, sur leurs étudiants, quelque chose qui soit admis et valorisé par la société, il ne faut pas croire qu'on arrivera à un bon système de formation. Les programmes, à la limite, c'est secondaire dans cette question-là. Je ne dis pas que les programmes ne sont pas importants, mais ces questions de gouvernance, elles sont fondamentales. Ajoutez à ça que le système de formation français, il est d'une lourdeur considérable. Que c'est dur de faire bouger quoi que ce soit dans un système où tout a été conçu nationalement, où tous les acteurs sont intriqués de manière indémêlable. Un article il y a quelques années de Time se moquait du système français qui était descendu de son piédestal, souffrant de réformes ratées après réformes ratées et d'une certaine instabilité gouvernementale sur un sujet sur lequel ce qui compte c'est le long terme et le suivi dans la durée. On a vu passer, à l'époque où l'article avait été écrit, 29 ministres d'éducation nationale en 50 ans. Vous voyez le genre de problème que nous avons à résoudre. Mon dernier point, je termine en vous citant 3 points qui, à mon avis, sont des enjeux vitaux aujourd'hui pour la formation française, des enjeux vitaux dont on ne parle que peu. Ils sont liés d'ailleurs. Premier enjeu, à mon avis, de toutes les questions qui ont été débattues, qui sont débattues en ce moment sur le système de formation à l'école, au collège, au lycée, le plus important, c'est la question de la mise en place de ces instituts de formation des maîtres, actuellement les ESPE, École supérieure de pédagogie et d'enseignement. Et c'est beaucoup plus important, cette mise en place réussie, que de savoir si on va recruter tant de profs, ou sur quel sujet, ou quel salaire, ou ceci ou cela. Je me suis exprimé publiquement pour dire que nous allions, à mon avis, beaucoup trop vite sur la question de la mise en place, et sans en discuter assez. Le système a quand même eu lieu. J'espère que je me suis trompé et que ça va fonctionner. Mais en tout cas, là, il y a un enjeu fondamental qui est un peu passé sous silence. Deuxième point qui me tient à cœur vraiment, l'enseignement, l'implication de la France sur l'enseignement en Afrique, à tous les niveaux, y compris le haut niveau. Il faut regarder à long terme. Dans 50 ans, l'Afrique sera à 85% du monde francophone et sera le réservoir majeur d'étudiants francophones, de jeunes scientifiques motivés. Selon la façon dont on investit actuellement dans l'enseignement là-bas ou pas, y compris au niveau supérieur, la France retirera de cela un bénéfice considérable, un bénéfice mutuel, aussi bien pour la France que pour les pays d'Afrique francophone, ou n'en retirera aucun bénéfice. Et c'est maintenant que les choses doivent se mettre en place. Ce sont des questions délicates, hein. Ce n'est pas juste en mettant de l'argent que ça va marcher. Je suis impliqué depuis 3 ans sur des projets d'enseignement supérieur africain, et les questions les plus délicates encore là-dedans,
très clairement sur les questions de gouvernance locale, les questions de gouvernance, les questions de mise en place, les questions de diplomatie. Et ça prend du temps, ça prend du temps. Dernière question, la question du numérique. Là aussi, révolution en cours, peut-être. Les sujets dans la pédagogie, soit ça marche pas, bien malin qui pourra les prédire. C'est qu'en essayant qu'on le sait. En ce moment, il y a une révolution qui est en cours d'essai, en partie outre-Atlantique, sur la pédagogie numérique. Coursera sont des systèmes de cours dans lesquels un enseignant peut donner un cours devant jusqu'à 100 000 étudiants à la fois. 100 000, partout dans le monde. Et depuis des millénaires, le postulat sur lequel le maître et l'élève doivent être ensemble, à quelques mètres l'un de l'autre, est peut-être en train de bouleverser. Est-ce que ça marchera, est-ce que ça marchera? On ne le sait pas. Mais si on n'essaie pas, si ça marche, on aura encore raté le train. Je vous remercie. Merci Cédric. Pour cette introduction donc, qui lance notre débat sur les 3 enjeux que je retiens, formation des maîtres, enseignement en Afrique, une idée tout à fait intéressante, et la question numérique, et puis question très directement posée, me semble-t-il, à Jean-Paul de Godemar qui va intervenir à présent, donc conseiller éducation auprès du Premier ministre, la question de l'intégration, un obstacle majeur, nous dit-on, les lourdeurs bien françaises, et puis quand même 29 ministres de l'éducation nationale, ça fait beaucoup en peu de temps, Jean-Paul de Godemar. Bien, merci. Bien, vous m'entendez? Non. Bon. Très près de vous, je crois, les micros. Il faut parler. Voilà, là vous m'entendez? C'est parfait. Très bien, merci. Cédric Villani m'a tendu une perche, effectivement, que je vais saisir. En particulier, peut-être en abordant la question de la table ronde du point de vue de la gouvernance, c'est-à-dire de la façon de trouver les bonnes réponses aux questions dont il a abordé certaines, et que je voudrais à mon tour compléter, ne serait-ce que pour illustrer le sens qu'on peut donner à la question que vous avez posée à cette table ronde. Qu'est-ce que signifie aujourd'hui prendre le temps de former? Je dirais, qu'est-ce que c'est d'ailleurs que le temps de former? Alors, je dirais volontiers d'ailleurs, forme de boutade, que le temps de former, c'est maintenant et toujours maintenant. Pour les raisons qui ont été rappelées tout à l'heure à juste titre, à savoir que la formation et ce qu'elle est censée délivrer constituent des enjeux absolument essentiels du développement économique partout. Je ne reprendrai pas ce qu'ont fort bien dit Philippe Trainard et Cédric Villani, mais qu'il faut continuer à rappeler, parce qu'on l'oublie toujours un peu dans les pays comme les nôtres, où nous avons une telle ancienneté, je dirais, de système éducatif, une telle culture de l'école, qu'on a tendance parfois à la considérer avec un regard très critique, ce qui en soi d'ailleurs est plutôt une bonne chose, mais qui ne mesure pas à quel point ça reste un avantage comparatif considérable pour les pays développés comme le nôtre. Et pour avoir, dans une vie antérieure, mais encore aujourd'hui, souvent l'occasion de rencontrer des responsables d'entreprises internationales, nous savons qu'un des facteurs majeurs de l'implantation de ces entreprises sur notre territoire, c'est la qualité de la main-d'œuvre, au sens large de ce terme, la qualité humaine et notamment la qualité de la formation. Et donc, tout le regard critique qu'on peut porter sur notre système ne saurait oublier cette réalité et par là même, d'ailleurs, devrait nous convaincre, si nécessaire, de l'importance qu'il y a à améliorer encore notre système éducatif. Alors ça, je crois que tout le monde en est à peu près convaincu. Et en même temps, l'école, si on prend la question du point de vue des institutions qui sont chargées, à titre principal, en tout cas dans un pays comme le nôtre, de délivrer de la formation, se trouve face à des contradictions multiples. Et la première d'entre elles, qu'il ne faut absolument jamais oublier aujourd'hui, c'est d'abord qu'elle a perdu le monopole de l'accès à la connaissance. Il n'y a pas si longtemps encore, y compris quand j'étais jeune,
Et donc il y a un demi-siècle, l'école avait encore assez largement le monopole de l'accès à la connaissance. Aujourd'hui, c'est fini. Dans des proportions qu'on a du mal à mesurer. On sait par exemple qu'un enfant aujourd'hui passe en général plus de temps devant la télévision ou aujourd'hui devant sa tablette qu'à l'école. Et toute la question est de savoir comment l'école se positionne dans ce changement considérable. Et dans la façon, d'ailleurs, dont d'autres institutions, au sens large de ce terme, d'autres outils, d'autres modes de fonctionnement sociaux apportent ou n'apportent pas, d'ailleurs, de la connaissance et, je dirais même parfois, de la compétence. Et dans le même temps où l'école perd ce monopole, ou a perdu ce monopole, il n'y a jamais eu autant d'exigences sociales face à cette institution. C'est même assez frappant, et beaucoup d'enseignants d'ailleurs parfois disent qu'ils en souffrent. Cette école tant décriée est en même temps celle à laquelle on fait appel en permanence pour penser que tel problème soit, en général, n'est pas résolu par la faute de l'école. J'entendais il n'y a pas si longtemps un chroniqueur boursier, puisqu'on est ici dans le cercle des économistes, qui expliquait que si la bourse baissait, c'était parce que les enfants n'étaient pas assez formés à l'école aux variations des cours de bourse, ce qui signifiait... Bon. Alors c'est une anecdote, mais qui est assez significative de cette exigence forte, qui a des raisons d'être et auxquelles l'école doit s'efforcer de répondre. Alors quel type d'exigence ? D'abord une exigence d'efficacité. Ce qu'on reproche à l'école, et on a raison de le lui reprocher aujourd'hui, et c'est pas facile pour elle de relever ce défi, c'est de ne pas se contenter, si j'ose dire, de la réussite spontanée. Parce qu'au fond, on a vécu pendant très longtemps sur l'idée que si un enfant réussissait ou au contraire échouait à l'école, c'était principalement de sa faute, éventuellement de celle de sa famille qui ne s'était pas assez occupée de lui, mais l'institution scolaire a toujours eu beaucoup de mal à intégrer cette idée que l'échec, elle pouvait avoir sa part de responsabilité. Et ça, cette question-là, il faut que l'école aujourd'hui l'intègre. Et je dirais dans un instant comment elle doit essayer de le faire. Exigence d'efficacité, que d'ailleurs les tests internationaux nous rappellent en permanence. Regardez cet extraordinaire engouement collectif autour de PISA, par exemple, qui est devenu un des grands sujets de société et qui interroge effectivement la France dans l'efficacité de son système éducatif, comme un certain nombre d'autres choses. Mais ça ne suffit pas, puisque l'école est également interrogée sur son efficience. Dommage que Patrick Lefas ne soit pas avec nous cet après-midi, parce que dans son rôle de président de chambre à la Cour des comptes, il aurait certainement évoqué ce sujet. C'est-à-dire, en gros, on reproche à l'école de coûter très cher à la nation, justement pour des résultats insuffisants. Alors, c'est une approche avec laquelle on n'est jamais à l'aise, ne serait-ce que comme pour la santé. On a toujours tendance à éviter ce genre de questions, mais en même temps, il est logique qu'on la pose, surtout dans des périodes comme celles que nous vivons, où la question des dépenses publiques ne peut pas évidemment être évitée, même pour un sujet aussi important que l'école. Efficacité, efficience, pour prendre un langage d'économiste, mais aussi ce qu'on pourrait appeler l'égalité ou l'équité, peut-être plus exactement. Il y a tellement d'exigences à l'école qu'il y a une revendication sociale qui est là aussi parfaitement logique, parfaitement légitime, c'est que l'école soit un outil de lutte contre les inégalités sociales et non pas un simple instrument de reproduction de ces mêmes inégalités. Et là-dessus, eh bien, nous avons eu des périodes fastes et nous avons des périodes qui le sont moins. Un des grands succès de l'école dans les 50 dernières années, ça a été ce qu'on appelle, d'un terme malheureusement un peu péjoratif, la massification, c'est-à-dire l'accès du plus grand nombre à des diplômes relativement élevés, et en particulier au baccalauréat. Le fait qu'on s'approche aujourd'hui des 70% d'une classe d'âge qui arrive jusqu'au baccalauréat. Mais en même temps, ce résultat qui est à mettre au profit de l'école est obéré par ailleurs
par le fait qu'on peut mettre en évidence d'autres indicateurs qui montrent que l'école, pour autant, ne réduit pas les inégalités sociales. Attention, Jean-Paul Le Godemar, il faut un petit peu Mais je plus vais vite, terminer. s'il vous plaît. 2 minutes, si vous m'accordez. Alors, comment on va répondre à ces questions? Et c'est là peut-être que le débat nous permettra. De plusieurs façons. D'abord, sur quoi l'école doit-elle centrer ses efforts? C'est tout le débat autour des connaissances et des compétences de base, parce que là, je crois que l'école n'a pas de concurrent. Je pense que c'est à l'école à développer et faire apprendre les mécanismes de base. Bon, et là, c'est un débat que nous avons eu ces dernières années et qui est, je crois, aujourd'hui bien avancé et bien ancré dans notre école. C'est ne plus se contenter du modèle sur lequel nous avons vécu, c'est-à-dire un prof face à une classe de 25, comme je suis en ce moment en face de vous, mais savoir marier cela avec une approche beaucoup plus individualisée de nos élèves pour tenir compte de cette extraordinaire diversité des publics que nous avons dans nos écoles, dans nos établissements. Troisièmement, c'est savoir penser des parcours le plus diversifiés possible parce que, et Philippe Reynard l'a rappelé tout à l'heure, on ne peut plus penser qu'il y a un temps de la formation, puis ensuite un temps de la vie active, on va dire ça comme ça. Le temps de former aujourd'hui, c'est le temps de toute la vie. C'est celui d'une alternance permanente entre temps de formation et temps d'action. Et puis enfin, on reviendra dans le débat, c'est comment disposer des formateurs à la hauteur de ce défi et comment en particulier nos futures écoles supérieures du professorat de l'éducation seront délivrées au début de leur carrière en tout cas, et ensuite dans le courant de leur carrière, aux futurs formateurs, eh bien, tous les éléments leur permettant de relever ce défi. Merci. Merci beaucoup. Troisième intervention, et là on va vers effectivement le numérique, on va vers le long terme, grâce à Neza Larechi, qui, donc je l'ai dit, était conseillère commerce extérieur, qui dirige le Conseil du commerce extérieur au Maroc. Madame, je vous en prie. Merci. Est-ce que vous m'entendez? Rapprochez bien votre micro, et ça devrait être très bien. D'accord. Non. Bien. Merci. Pourquoi la formation à l'ère du numérique? Parce qu'il s'agit d'organiser le long terme en temps réel. Et parce qu'il s'agit aussi de prendre le temps d'aller vite. Deuxième raison, les technologies du numérique peuvent être un levier de transformation du système éducatif, sachant qu'avec le numérique, le monde vit un processus de transformation qui s'inscrit dans la durée et qui redessine les contours de nos sociétés. Avant d'évoquer les conditions nécessaires à l'émergence de systèmes éducatifs du troisième millénaire, quelques éléments de métamorphose, je dis bien métamorphose, du contexte des apprenants. Métamorphose qui soulève la question du degré de césure entre domaine scolaire et territoire hors école où le numérique est très présent. 3 éléments de contexte. 1. Changement de paradigme. Contrairement au paradigme traditionnel de la formation qui s'appuie sur la continuité du temps et la patience, le nouveau paradigme produit par la médiasphère se fonde sur la discontinuité et la rapidité. Il est devenu insupportable de devoir attendre pour apprendre. Deuxièmement, les modèles de production et de diffusion de la connaissance sont tout simplement bouleversés. Et troisièmement, le volume de l'information, de la connaissance, croît d'une façon exponentielle. Mais si le patrimoine de la connaissance est devenu imposant, il reste qu'il est fragmenté et pas du tout structuré, ce qui pose la question de la méthode de recherche d'une bonne information. Donc, en définitive, l'acquisition du savoir n'est plus un processus systématique, discipliné, méthodique, qui a lieu dans des endroits, des lieux dédiés, l'école et autres. C'est donc
une révolution cognitive qui est en marche. Et cette révolution concerne les mêmes générations disséminées sur la planète, dans tous les pays, quel que soit leur niveau de développement. Et donc, nous avons une espèce de culture de jeunes qui est en émergence, une sorte de culture de masse, une culture numérique autour de certaines valeurs, le partage, la coopération, la solidarité, l'intelligence collective, etc. Mais aussi refus des formes et des étiquettes, idéologie du temps libre, une certaine conception du progrès. Le progrès est un droit, personne ne peut nous l'enlever, disent les jeunes. Et ce qui compte, c'est l'expérience dans son immédiateté. Et tout cela est accompagné d'un sentiment de liberté qui est dû à la disparition des frontières, puisqu'on peut accéder à Internet à partir de plusieurs formes. Donc, on peut travailler, les jeunes travaillent, ou peuvent se distraire, où ils veulent, quand ils veulent et comme ils veulent. Et le potentiel économique de cette génération de jeunes est immense, car ils sont bien placés pour l'usage des technologies de l'information et l'interconnectivité mondiale, à condition, bien entendu, qu'ils soient sensibilisés, bien orientés et bien formés. Comment donc faire des technologies du numérique un levier de transformation du système éducatif lors du troisième millénaire? Je ferai un constat et un écueil avant de répondre à la question. Un constat concerne de nombreux pays. C'est que la formation aux cultures du numérique font l'objet d'incitations, de programmes d'action, etc. Mais la réalité est loin de ces incitations, c'est-à-dire que les résultats nous semblent là. Et pour l'instant, les usages ludiques et de communication prédominent. L'écueil à éviter, ne pas adhérer au discours technophile et au clivage simpliste entre natifs du digital et immigrants, clivage qui nuise aux perspectives de transmission entre les générations. Et il y a un risque à ce niveau de décrédibiliser l'école et de considérer les enseignants comme inaptes et qui dispensent une formation dépassée. Ces remarques étant faites, quelques éléments de réponse à la question posée de la formation pour le troisième millénaire. Il est évident que les mutations en cours pose dans des termes nouveaux, ça a été dit, le rôle de l'école qui a une place essentielle et qui doit imaginer de nouvelles formes d'apprentissage. La vitesse de transformation de l'information en temps réel ne modifiera pas fondamentalement la transmission du savoir aux nouvelles générations par le biais de l'école et de la famille, donc la culture, qui par définition s'inscrivent dans le long terme. Et c'est l'art et la manière de conjuguer le temps réel et le temps long qui vont déterminer les conditions de succès des systèmes éducatifs. De ce fait, les techniques du numérique méritent des enseignements particuliers. Il est nécessaire de posséder une culture numérique affirmée et réelle et ne pas se contenter de simples usages, pour ne pas dire d'un usage simpliste. Internet n'est pas si simple. Internet ne représente pas une source, mais une multitude de sources qu'il s'agit d'identifier, de valider, en s'assurant de leur légitimité et de leur pertinence. Le positionnement sur un moteur de recherche n'est pas le bon indicateur. Sur Internet, à qui criera le plus fort? En plus, il y a ce qu'on appelle le web invisible. Il est invisible pour les moteurs de recherche. 75% de sources d'informations crédibles ne sont pas répertoriées sur les moteurs de recherche. C'est pour dire qu'aujourd'hui, la maîtrise d'une matière, d'une discipline ne suffit plus pour enseigner. L'enseignant doit être en mesure de construire des interactions pédagogiques. L'enseignant doit avoir une capacité à innover et à se servir des outils pour donner le goût du savoir. Le défi aujourd'hui, c'est de donner aux jeunes le goût du savoir pour mieux le transmettre. Ce n'est plus la transmission de la connaissance. Donc le rôle de l'enseignant change de nature et suppose une formation qui consiste à montrer comment apprendre à apprendre. Cela implique 3 pistes. Une véritable formation à l'information et aux médias,
avec l'approche de l'intelligence économique, c'est-à-dire une bonne orientation des besoins et un traitement de l'information. Le processus de gestion de l'information est un nouveau métier. Il faut identifier les sources, croiser les informations, les valider, etc., avant de les transmettre à l'étudiant. Deuxièmement, une formation informatique à travers les concepts et les langages de programmation. Je dis bien les langages de programmation pour être en mesure d'exploiter les possibilités éducatives des outils. On ne peut pas dire qu'on a réussi et qu'on est dans l'ère du numérique tant que tout le monde n'aura pas maîtrisé l'usage poussé du numérique. Et puis, troisièmement, une formation à la pédagogie du numérique autour des valeurs d'Internet. Je les ai rappelées tout à l'heure. Lien, partage, intelligence collective, participation, solidarité, confiance renouvelée, etc. Et les jeunes d'hier ont parfaitement mis l'accent sur ces nouvelles valeurs, qui, entre parenthèses, sont des valeurs féminines. Le système éducatif, c'est vrai, le système éducatif est appelé à valoriser la capacité individuelle mise au service du collectif et qui n'est pas la négation des individualités. Les usages pédagogiques innovants des technologies de l'information et de la communication sont à ce prix, celui d'une culture comme partie intégrante de la culture générale et du socle commun de connaissances. L'école devient ainsi le lieu où se développe la capacité de comprendre, d'apprendre, mais aussi et surtout d'entreprendre. Les étudiants ont été clairs hier, il ne faut plus que le système éducatif produise des cadres. Il faut de l'innovation, il faut apprendre à entreprendre. Et l'école aussi devient le lieu où on a autant à apprendre qu'à donner. Et là aussi, hier, les étudiants ont mis l'accent sur la solidarité. C'est un mot qui a été employé à plusieurs reprises. Donc, le défi est de donner les moyens aux futures générations de construire cette culture, d'imaginer de nouvelles formes d'apprentissage coopératif. Merci beaucoup. Merci, Nezala. On fait un petit pas de côté, si j'ose dire, avec Catherine McDowell et nous allons du côté du London Symphony Orchestra avec elle pour parler cette fois de la formation à la musique, mais on verra que nous ne sommes pas très loin de nos enjeux qui ont été cités précédemment. Catherine. Et puis nous engagerons la discussion, bien sûr, avec vous tous. Thank you. Bonjour, everyone. I will have to speak in English. I would like to look briefly at the relationship between advanced level training in music and the orchestra profession. The concept also of continuing professional development. And I hope some of the principles that I outline can apply to other areas also. When I arrived at the London Symphony Orchestra 8 years ago, I found that they had a well-established education program for young people of all ages. And I found that they had some special projects with music students aged 18 to 21 who would be the next generation of young professionals. But the projects tended to run for a short time and then finish when the money ran out. Nothing seemed to be built for the longer term. There was also very limited interaction between the London Symphony Orchestra and the Music Conservatoire right next door, our next door neighbour, the Guildhall School. And at the same time, I was hearing from my LSO musicians that when they were recruiting young professionals, these young professionals were coming along with very limited skills for the job that was on offer. They could play their concerto of Mozart or Tchaikovsky brilliantly, but the rest of the skills were just not really there. So they weren't prepared for the working life that would be the London Symphony Orchestra.
Some of them were also interested in our education work, but they had very limited experience of working with younger children or with adults or people with special needs. And they had no understanding that much more was required of them. Now, it was fortunate for me that at the same time there was a new director of the conservatoire next door, and he had come from the profession. So we started to identify what the 21st century musician needed to know. And we set up a centre for orchestra, a focus on the skills that are needed, but also we involved the audience in the debate about what the orchestra of the future might look like. And that was a way of drawing in the consumer to this very proactive process. And we also wanted to think of our own members, the existing members of the London Symphony Orchestra, and whether this programme could offer continuing development and research for them. So over the last 5 years, we have piloted many different areas of this training. We've invited the young musicians to sit alongside us in full concerts. We've given them access to top conductors who in themselves were very willing to do this sort of work, but would not have done it if it was not a part of their London Symphony Orchestra engagement. We've also looked at the wider skills they need. For instance, London Symphony Orchestra does a lot of film work. We're the orchestra of Star Wars. But these students coming along had no idea how you play with a click track, how you make a score for film. Also, they didn't work with composers, the inventors of tomorrow. So we've made all these things possible. We've also invited them to work with us, with young people, with old people, and to be able to share these wider communication skills that our players have developed. And at the same time, we've developed a survival toolkit for young professionals. How they learn to manage their own diaries as a freelance musician, how they organize their tax affairs, surprising, they don't know, how they look after their health and well-being. It's a very physical job to play a violin for 40 years. And when you develop problems in your physical body, sometimes people do not know how to find some help. And then we also generated the debate about the future of the orchestra with the audiences and with the artists. And we undertake research into our profession in many different ways. Now, the Higher Education Funding Council in England gave us money to undertake this project because they had not seen a project in music that was at such an advanced level and such an in-depth level between a top conservatoire and a world-class orchestra. And for me, the hallmark of success is that from September, this will become a master's course in orchestral artistry. So it will be a dedicated program for the future. Now, I believe it's our responsibility as an orchestra to engage in education at all the various levels, and particularly in this area of professional development. Our world of the business of the orchestra is changing out of all recognition in the 21st century. And our musicians need to be ready for that change. And they also need to help to drive that change. And so I'm certain that as a result of this new initiative, we will be able to deliver musicians who are properly equipped to respond to the needs of 21st century. But I also think that these students are the ones who will drive change in the future for our profession. And to me, that is the real legacy. Thank you.
Cédric Villani, juste quelques remarques sur tout ce qu'on a entendu et la manière dont ces différentes interventions se rejoignent en fait. Les interventions se rejoignent et j'ai juste donné deux petits exemples. Il y a des questions qui reviennent sur les questions de la formation, les méthodes qu'on utilise, l'organisation qu'on adopte. Et il y a un thème général qui est que, pour moi, il n'y a pas de règles absolues dans la matière. Les règles, quand on regarde les classements PISA, quand on essaie de comparer les pays, quand on fait la part des choses et des cultures, il y a très peu de règles générales qui restent, qui s'appliquent à tout. Parmi les quelques rares règles, il y a le fait que c'est important qu'il y ait un fonds commun de base partagé par un peu tout le monde, un socle comme on dit des fois. Il y a le fait qu'il y ait un système de formation des enseignants qui marche bien. Et il y a le fait qu'il y ait une certaine liberté des acteurs sur le terrain, le fait que l'enseignant ait le droit de mettre au point lui-même les méthodes, voire que l'institution, le lycée, ait le droit de mettre en place lui-même, parfois à la marge, certaines méthodes qui vont bien marcher. Oui, ce que Nezra Larichi a très bien dit en parlant de partage, de solidarité et d'un sentiment effectivement de liberté, mais qui devait être à la fois celui des formateurs et celui du formé. Un sentiment de liberté. Je vais donner deux mini-exemples qui montrent bien que quelque chose qui peut très bien se passer, quelque chose qui peut moins bien se passer. Un exemple qui va aller très bien sur la question numérique et sur la question de gouvernance et la question de formation. Dans ma ville, j'habite dans une petite ville, il y a un maire qui se trouve être un ancien joueur d'échecs de haut niveau et qui organise régulièrement des parties d'échecs collectives par Internet avec l'ensemble des élèves d'une classe ou d'une école. C'est quelque chose que nous permet de faire l'Internet maintenant, une partie d'échecs collective dans lesquelles les joueurs qui jouent contre il y a un adversaire contre les autres se mettent d'accord sur la façon de désigner le coup qui va répondre. Regardez le truc remarquable, outre le fait qu'il a compris que pour un homme politique, c'est important de rester en contact avec les jeunes qui vont être ses administrés plus tard s'ils restent maire longtemps. Le fait, les jeunes voient ici comment l'autorité a un projet, l'autorité politique a un projet qui est en phase, qui est cohérent avec celui de l'éducation. Et puis, vous voyez comment ça permet aussi de rapprocher les gens. Le problème d'Internet, c'est quand ça éloigne les gens. Quand ça permet de rapprocher les gens, au contraire, c'est remarquable. Là, on a un exemple où on a une action de terrain locale qui permet de faire progresser les jeunes, qui leur donne quelque chose d'actif, qui leur montre aussi qu'à l'école, il n'y a pas que juste les contenus, il y a aussi des choses comme ça. Et puis, deuxième exemple rapide, une discussion il y a 2 ans qui m'avait marqué avec des étudiants, je crois que c'était à Tours, qui étaient les professeurs d'un lycée à Tours, qui étaient leaders sur ce qui est devenu plus tard l'option MPS, une option de sciences renforcées au lycée. Et ils m'ont raconté avec grand détail l'aventure de la mise en place de cette option sauvage avec les élèves volontaires, avec les profs volontaires, tout ça, c'était extraordinaire. Ils nous disaient des résultats super pour les élèves, les étudiants motivés, tout ça. Ça a réussi si bien que c'est devenu quelque chose entériné par l'éducation nationale, appliqué partout. Et c'est devenu, ils m'ont dit exactement, je vous jure, c'est devenu nul. C'est devenu, ça n'a pas marché parce que s'il n'y a pas l'enthousiasme, la liberté d'appropriation, c'est quelque chose qui est imposé. Si la bonne idée qui est émergée toute seule, que vous transformez en règle, elle peut très bien devenir une mauvaise idée.